Et c'est surtout Infoservice Cuisine, nourriture, cuisine. Plaisir, papy qui guste, qui bave. Avec nos invités, Jérôme Coulon qui est professeur de pâtisserie au lycée hôtelier, également Nicolas Sanker, professeur de cuisine, tous deux au lycée hôtelier. Yorana. Bonjour. Ça va? Comment ça s'est passé la semaine dernière avec tous ces jeunes qui sont donc venus à la recherche d'un emploi? C'était pas au lycée, c'était en ville, ouais. C'était en ville. Si, il y avait... ah non, pardon, je confonds avec l'université. Oui. Oula, c'est pas loin. Oui, c'est pas très loin. Ça va, il y a un moment, il va comprendre qui vous êtes, mais il faut toujours quelques minutes. Pourtant, il y a quand même... Je l'ai sous le nez. Merci d'être venu les mains pleines. C'est avec plaisir. Jérôme, tu peux nous décrire ce que tu nous as amené? Ce sont des biscuits? Oui, c'est des biscuits, on appelle ça des fours secs. C'est-à-dire que c'est des petits biscuits secs. Là, il y a des cookies, des sablés diamants, des financiers, des Rothschild. Voilà, bon, on est désolé, ça reste de la radio, il n'y a même pas l'odorama, donc vous n'allez même pas pouvoir sentir. Il faut regarder à la caméra. Il faut regarder à la caméra, effectivement. Ouais, rendez-vous filmé sur le www.polynesiepremière.fr. Vous cliquez sur radio. Toutes ces douceurs ont été faites avec amour. Oui, fabriquées par les élèves. C'est ce qu'on fabrique toutes les semaines et qu'on vend à la boutique du lycée hôtelier. La fameuse boutique. Oui, la fameuse boutique. Où c'est full tout le temps. Hein. Bah disons que quand on ouvre, il y a quand même du monde qui passe, les habitués. C'est beaucoup les habitués parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tant de monde qui connaissent cette boutique. C'est sur le côté du lycée hôtelier, c'est ouvert du mardi au vendredi de 11h30 à 14h. On va remercier Pascal, le directeur du lycée hôtelier, de vous avoir donné la permission de quitter votre labo. On dit labo, hein? Oui, c'est ça. Labo, ouais. Enfin, en pâtisserie, on dit laboratoire, en tout cas. Laboratoire. En cuisine, c'est plutôt atelier. Nicolas, c'est le goulag. Non, la goulache. On va être très opportuniste avec vous, hein, comme on l'est chaque mercredi avec nos invités qui parlent de cuisine. On compte sur vous pour du partage, des techniques de recettes, des idées de recettes, des secrets que vous gardez habituellement. On espère les entendre sur cette antenne, puis les auditeurs peuvent intervenir, Nathalie. Hein. Oui, au 40 86 16 00 ou au 7 1 2 3. Si vous avez quelques astuces également, des recettes de cuisine que vous désirez partager. Profitez, les professionnels sont là. Par qui on commence, Jérôme, Nicolas? Parce qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Jérôme, vous, ça fait combien de temps que vous êtes pâtissier? Moi, je suis pâtissier depuis 86. J'ai commencé en 86. J'ai travaillé donc j'ai appris en France. Je suis resté 8 ans dans la même entreprise. J'ai fait apprentissage pâtisserie, apprentissage boulangerie, brevet de maîtrise pâtisserie. Des grandes enseignes? Pas des grandes enseignes. C'était à Amiens, dans le nord de la France. Je suis resté 8 ans dans une belle boîte de Amiens. Après, j'ai fait 2 saisons au Club Med. Après, je suis allé travailler aux Émirats Arabes Unis à Dubaï. On a ouvert une boulangerie-pâtisserie française. Après, je travaillais sur les bateaux de croisière Renaissance qui étaient basés à Tahiti. J'attendais de savoir la connexion avec Tahiti. Et voilà, il n'est jamais remonté à bord, c'est ça? Voilà, je me suis je suis resté sur le territoire. Ouais. Et depuis, au lycée hôtelier? J'ai travaillé dans une entreprise à Titi-Euro pendant 2 ans. Et après, je passais le concours pour entrer comme professeur au lycée hôtelier. Ok. Donc, je suis professeur depuis 2003. Et c'est chouette d'enseigner? Moi, c'est quelque chose que j'avais toujours envie de faire depuis que j'ai commencé le métier. Oui, enseigner, transmettre. Puis ici, pour moi, il y a un gros potentiel qui est encore ouvert pour l'emploi local. Puisqu'il y a plein de places de pâtisserie. D'ailleurs, on entend souvent qu'ils cherchent des pâtissiers. Oui, alors, il faut être patient, attendre encore quelques années, parce que c'est des jeunes qui sortent, qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience, parce que les entreprises veulent des gens qui sachent déjà travailler, mais en sortant de l'école, ils sont plus théoriques que pratiques. Donc, mais moi, je suis confiant, d'ici 5 à 10 ans, on aura des jeunes locaux qui ont fait leurs armes à œuvre, qui vont revenir ici comme chefs. Ça va être un peu comme les pizzas, il y en aura plein, mais on en mangera. Ça va être bon. Et on aura des bons pâtissiers locaux, j'en suis persuadé. Désolé, il y a des mouches qui rentrent dans le studio. Allez, forcément, on parle de gourmandise. Il y a Martino qui est là. Il y a Mathéo qui est pas retourné chez lui, on se demande pourquoi. J'ai entendu gâteau, je suis arrivé. Bonjour. Allez-y, servez-vous. Et on parle pas la bouche pleine. Jamais. Bonne émission. Merci. On va également retrouver Nicolas Sanker qui est professeur de cuisine. Vous êtes polynésien? Oui, polynésien. Je suis né ici. J'ai fait ma formation ici. Fier donc du coup. Très content, très content. Je suis un enfant issu donc du lycée hôtelier qui était à Taoné à l'époque.
Et puis j'ai profité donc d'une modification de loi qui permettait juste avec un BTS puis une licence de pouvoir intégrer le concours, passer le concours pour être prof. Donc en cuisine, à l'époque, c'était dans les années 2000. Ça se fait ici, ça, ou il fallait quitter le territoire? Il fallait quitter le territoire. Donc à l'époque, il y avait Anthony Jouot près de Paris et Toulouse, les deux seuls UFM qui faisaient ça. Donc moi, j'avais opté plutôt pour Paris. Donc j'étais à Anthony Jouot, je suis resté quand même 3-4 ans là-bas. Je passais ma licence dans une université de Paris en biotechnologie, bio-industrielle. C'était surtout sur la sécurité alimentaire, tout ce qui va avec. J'ai pas fait de grande maison. DHCP, non? HACCP. Voilà, ouais. Voilà, c'est pas loin, c'est pas loin. C'est l'hygiène, grosso modo. Voilà. La température des frigos, tout ça. Exactement, exactement, très important. Ouais, c'est vrai, le mec, il connaît un terme, il est content. Et c'est plus compliqué de devenir professeur de cuisine générale, comme tu l'es, plutôt que pâtissier, parce qu'il faut savoir tout faire quand on est oui, mais professeur. C'est deux mondes très très différents et par rapport aux... Nous, on est professeurs, donc par rapport aux élèves, la base est quand même bien distincte. La base en cuisine et une base en pâtisserie, c'est vraiment deux mondes différents. Bien qu'en cuisine, on leur apprend quand même quelques bases en pâtisserie, les pâtes de base, les crèmes de base, mais pas, on s'élargit pas trop non plus. Pour du sucré salé. On va revenir à Paris, où vous étiez donc, et quel était votre désir de revenir ou de continuer une formation? Oui. Je voulais à la base travailler dans une pension de famille, la petite hôtellerie me plaisait très bien, être gérant en fait de ma petite boîte, étant donné que ma grand-mère, mon père avaient des Fénois un peu dans nos îles et moi, c'était plutôt ça un peu mon trip à l'époque. Et puis mon père, bon, je le présente plus, il était dans l'éducation déjà. Il me parlait beaucoup de l'avenir du pays. Il me disait que être prof, c'est comme une certaine... honnêtement, c'était pour une sécurité, pour l'avenir, au cas où il fallait bouger en France, tout ça. Donc il m'a vraiment... On entre dans son bureau, c'était un peu comme un patron. On entre dans son bureau, on a des idées, on en ressort... sort avec les siennes, quoi. Et puis, voilà, je l'ai écouté. Et t'as gardé ça au travail ou pas, non? Ah, bien sûr. Le chef, c'est... Je rappelle le nom de famille, Nicolas Sanquer. Oui, bien sûr. Après, là-bas, enfant, j'ai réalisé quand même la chance d'avoir cette possibilité de revenir ici enseigner à nos jeunes Polynésiens. Parce que je suis d'ici, je connais un peu les spécificités, la mentalité un peu de nos jeunes et puis l'importance du tourisme, de l'hôtellerie ici en Polynésie. Même si en ce moment on se tâtonne un peu, je connais la chance de pouvoir de détenir un diplôme en cuisine et d'aller s'exporter un peu dans les différents hôtels, voire même dans le Pacifique ou en métropole. Voilà. Oui, vous conseillez de partir un petit peu, d'aller voir un peu ailleurs ce qui se fait, de revenir. Pour mûrir. Il faut bouger l'expérience, je dirais même un grand mot international, il faut bouger, ça peut que apporter et enrichir. Les jeunes d'ici, s'ils s'en vont, ils reviendront bien plus riches et bien plus forts que les autres. Et c'est pour ça que je dis qu'on aura des grands chefs dans 5, 10, 15 ans peut-être, il faut être patient. Moi je suis là depuis 99, donc c'est vrai que le mouvement est long à venir, mais il va venir. Nous, en pâtisserie, c'est plus long qu'en cuisine? La formation pâtisserie au lycée hôtelier, elle n'est pas si vieille que ça. Nous, on a commencé il y a 5 ou 6 ans, c'est tout. Avant, c'était que des cuisiniers, il n'y avait pas de pâtissier ni de boulanger. Donc nous, c'est encore très récent. Mais les premiers qui sont sortis, alors on parle des meilleurs, ceux qui sont excellents dans la formation, ils sont partis. On en a déjà reçu quelques-uns. Oui, ils sont partis, ou il y en a quelques-uns qui sont quand même restés sur le territoire, mais ceux qui sont partis, ils font leur chemin en métropole ou dans les pays étrangers, puis ils finiront par revenir. Enfin moi, ce que j'ai constaté en Polynésie, c'est que ceux qui partent finissent toujours par revenir un jour. L'exemple est là, Nicolas Sanquer est revenu. Voilà. Nicolas, qu'est-ce qui t'a manqué le plus quand tu étais en métropole? Les produits locaux? Parce que je sais que tu y apportes beaucoup d'importance. Les assaisonnements un peu asiatiques, parce qu'ils découvrent un peu, depuis 5 ans, là, je vois à la télé, notamment dans les émissions de cuisine, les chefs français s'orientent un peu vers les épices, les saveurs asiatiques. Alors que nous, en métropole, Oui. En métropole, on voit les émissions Top Chef et pour ne citer que ça, où
ils mettent vraiment en avant la sauce soja, la sauce huile, tout ça. Alors que nous, en Polynésie, on est quand même, on baigne dedans, quoi, depuis petit. Même le poulet petit pois, là, le fameux perle de jade, là. Voilà. Le poulet petit pois, voilà, tout à fait, tout à fait. On l'a saisonné déjà au soyou, au sauce huître, à l'époque, et puis le 5 épices, tout ça, le porc, le porc aussi, beaucoup. On connaît beaucoup l'assaisonnement chinois, mais ce qui m'a le plus manqué, ouais, c'est vrai que ce sont nos poissons, nos tubercules, le ahotu, comme on dit ça chez nous, les produits issus donc de l'agriculture et tout, hein. Le taro, l'igname, le manioc, mais c'est surtout le taro, le ourou et le fei. La banane, bien sûr, mais voilà, le taro, le ourou, le fei, ça manque. C'est difficile à trouver, oui, en métropole. Ouais. Il y en a dans le 13e un peu, si on se balade dans le 13e, quartier chinois, tout ça, mais c'est vraiment pas la même chose. Hein. Et le poisson, il était frais quand même, mais c'était pas le thon qui venait du pêcher. Le thon albacore, souvent je me réfugiais là-dessus, le thon albacore, mais c'était pas la même chose. Ouais. Ouais, je prenais du lieu jaune ou d'autres sortes de poissons en France. Je faisais quand même du poisson cru, faire plaisir un peu aux collègues là-bas. Et... On m'a dit du saumon, ça marchait pas mal. Le saumon, ça marche pas mal, mais le saumon, c'est une valeur sûre parce que de toute façon, le saumon, ça reste quand même un produit assez noble, voilà. Donc c'est une valeur sûre, mais vraiment pour se rapprocher, le lait de coco, ça oui, aussi. Alors comment? En boîte? Alors en boîte, mais on avait des stratagèmes quand même, on avait des petits secrets à l'époque. Pour modifier un peu mais en France, c'est vrai que t'as pas le choix. Mais il y a quand même des cocos, même si on a enlevé la bourde il y a quelques mois. C'est pas pareil. En partant en vacances, j'ai déjà essayé. Pas moyen d'avoir du lait de coco avec leur coco. Ils sont déshydratés. Ils sont déshydratés. Parce qu'on a enlevé la bourde il y a des mois, c'est ça en fait. Puis nous, quand on le casse, pour nous, c'est rance, quoi. Ouais. Déjà. Mon père, des fois qu'il venait, je lui demandais pas dans ta glacière, s'il te plaît. Mets-moi de l'eau de mer aussi. Alors, un poitreau, un morceau de thon, de l'eau de mer. De l'eau de mer, de l'eau de farfarou. Pour faire mitiwé non, l'eau de mer, c'était juste pour boire l'eau de mer. Ouais, parce que ça manque, ça manque là-bas. Puis pour rincer un peu le poisson, les chevrettes, c'est vrai qu'en France, on se faisait plaisir à chaque fois qu'il y a un qui arrivait de Tahiti, on lui demandait d'amener une petite glacière, quoi. Jusqu'au bonbon chinois d'ailleurs. Enfin, ça c'est pas très cuisine, mais c'est vrai qu'en France, c'est plaisir. Ça manque, voilà, ça manque. On en profite pour saluer les étudiants, quelles que soient les études qu'ils ont entreprises, mais les saluer parce que pour eux c'est vraiment ce qui manque. On voit sur les réseaux sociaux. C'est ça. Nicolas Sanker depuis en Polynésie, qui maintenant est abreuvé de tous ces produits qui te manquaient tant en France. Tout à fait. Ce que j'aime avec les collègues du lycée hôtelier, c'est que à chaque fois on se partage des petites techniques et on se regarde les menus les uns les autres. On se corrige, et on essaie de garder une certaine ligne par rapport au pays, par rapport aussi aux techniques mises en avant. Voilà. On passe du salé au sucré. J'en reviens à Jérôme. Jérôme, est-ce que toi, tu as changé ta façon de faire quand tu es arrivé ici en Polynésie, du fait d'avoir ces produits, ces fraîcheurs? Non, on change pas, mais on évolue. On essaye de travailler avec on adapte nos recettes, nos techniques par rapport aux produits locaux. Le lait de coco, par exemple, la première fois que tu as travaillé le lait de coco ici, tu as dit, il y a un drôle de goût, bizarre. Déjà, en arrivant, moi, je savais pas comment on faisait le lait de coco. Quand on voit certaines émissions à la télé, ils ouvrent la noix de coco, les gens, ils croient qu'ils vont trouver du lait de coco dedans, alors que c'est le jus et après on fait le lait de coco. Non, le lait de coco local, si on peut le faire soi-même à la maison, c'est parfait. On va avoir un résultat, des crèmes, des produits exceptionnels avec le lait local. La machine ou cheval. Voilà. Mais après même un fruit qui nous paraît assez banal, c'est la banane. Avec la banane, on peut faire quand même pas mal de choses. On commence. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une banane? La question, on est sur les recettes. Les petits biscuits, comme les petits financiers. Là, il y a des petits financiers à pistache. On peut faire à la banane aussi. Pistache, voilà. Alors banane, une recette, un financier. Comment on fait avec la banane? Alors le financier. C'est ce qu'on appelle le gâteau banane ou? Oui, alors c'est le gâteau banane. Nous, alors moi, je prends la recette du gâteau banane qu'on fait à la maison. Puis je fais des tests. J'ai fait des tests au travail et puis j'ai fini par faire ma propre recette. D'accord. Voilà. Et elle aussi, elle fait des tests. Elle va noter et elle va. Le financier, c'est assez simple. C'est un mélange de poudre d'amande, de sucre, farine, blanc d'œuf et beurre fondu. Bon, ce qu'on fait, c'est pas toujours diététique. On sait si c'est diététique, c'est pas bon, pas forcément.
Ah non, non, on peut alléger les recettes, on peut faire des choses diététiques. C'est pas parce que c'est diététique que c'est pas bon. Par exemple, on peut mettre de la margarine à la place du beurre. Ou ça n'a pas du tout le même goût, c'est comme disons que la margarine, ça a un goût quand même différent par rapport au beurre. Dans des biscuits comme ça, il faut quand même plutôt privilégier le beurre. Après, moi je pars du principe qu'il faut peut-être mieux se faire plaisir en manger moins que d'en manger une boîte entière, quoi. Ouais. Au moins manger des bons produits, mais en petite quantité. Et pourquoi avoir ramené une boîte entière ce matin alors? Parce que je pense qu'il y a du monde ici. Oui, c'est vrai, il y a du monde. Si on sort du studio, il va y avoir du monde, j'imagine. Moi, je m'en retiens, je mange pas parce que sinon ça va être c'est déjà parfois dur de comprendre. Mais si je commence à manger maintenant, ça va être inaudible pour nos auditeurs avec qui on va vraiment partager par la pensée ces petites douceurs après. Vous voulez manger là? Non, ça va, merci. Et quand on est pâtissier, moi c'est une question que je me suis toujours posée, et pareil pour le chef de cuisine. Alors j'imagine que vous êtes déjà des gourmands, mais vous mangez pas tout ce que vous faites en pâtisserie? Tout, non. Vous êtes saturé Non, enfin moi personnellement, j'ai jamais été saturé. J'ai toujours, voilà, c'est vrai que je suis gourmand de base. J'aime bien ce que je fais. Non, on goûte. D'ailleurs, même avec nos élèves, on leur conseille de goûter. Se goûter, c'est aussi apprécier le travail fini et apprécier, voire même critiquer. C'est-à-dire qu'on peut rater quelque chose. En goûtant, déjà, on peut s'en rendre compte. On fait une crêpe, une crème, c'est une chose simple. On fait une crème. Il y a eu un problème, il y a eu du sel qui est passé dans le sucre, on goûte la crème, au moins on se rend compte qu'il y a un problème. Mais vous goûtez, vous mangez pas. C'est-à-dire qu'à midi, vous dites non, pas de dessert, ça me rappelle le boulot. Non. Par contre, ce qui est génial, ce qui est top, et j'espère que Pascal nous en voudra pas, mais je crois que c'est permis. Quand on lâche les élèves à 11h, quand ils vont à la cantine, nous, tous les profs qui sont donc en service ce jour-là, on se fait une petite assiette de ce qu'on a produit, on se retrouve autour d'une table et on picore, on goûte ce qui est fait par les collègues, et puis ça reste convivial, et puis comme Jérôme dit, c'est à ce moment-là qu'on voit le sel, machin, ou la façon d'avoir et là c'est de l'échange en fait, c'est ça, c'est de l'analyse. Et ça, mais bien sûr on attend toujours le dessert, hein, parce que ça vient avec le café, on attend toujours le dessert, mais ça reste quand même assez sympathique. Aujourd'hui il n'y en aura pas, vous êtes au courant, c'est ce qui va livrer à votre petit truc là, c'est ici. Est-ce que parmi vos élèves, il y en a eu qui sont venus avec leur propre recette, par exemple une recette de grand-mère et que vous ne connaissiez pas, et qui vous ont appris. Pas des recettes de grand-mère, mais il y a 3-4 ans, j'avais un élève qui était très très motivé, qui est toujours sur le territoire d'ailleurs. Il s'appelle Anthony, pour pas le citer. Un jour, il est venu, alors c'était un passionné, hein, il faisait plein de choses à la maison déjà avant de venir au lycée hôtelier. Puis un jour, il vient, on fait des macarons pas mal au lycée hôtelier. Et un jour, il vient, il dit j'ai travaillé une recette de macarons à la maison, et il avait développé le macaron au Charret Tahiti. Mais il avait vraiment poussé jusqu'à infuser l'eau pour faire la meringue, pour mélanger, etc. Et sa crème au Charret Tahiti, etc. Voilà, quand on a des élèves... Oui, c'était très bon. C'était très bon. On le sentait bien sans que ce soit écœurant non plus. Et il avait vraiment un travail, pas simplement je fais la même recette qu'au lycée et je travaille. Non, il l'avait étudié, transformé. Et voilà, mais c'était un élève très passionné. Hein. Je crois que celui-là, il était exceptionnel. Il est où, Anthony? Alors, si mes souvenirs sont bons, non, il doit être au Rêve de Lucie. Au Rêve de Lucie. Eh bien, on l'embrasse, on le félicite. Hein. Vous avez réussi à surprendre votre prof, Jérôme, avec ce parfum Thierry. Nicolas? C'est un peu plus rare, parce que moi, j'ai quand même des élèves de CAP, de Bac Pro. Mais c'est surtout sur des petites recettes de sauces montées, des sauces qui accompagnent le poisson, tout ça. C'est vrai qu'il y en a qui viennent avec déjà un bagage familial, par contre. Hein, ouais. Mais qui t'ont surpris Qui m'ont surpris ou qui ont complété un peu. Parce que là, il s'attaque quand même à toi. Enfin, il s'attaque. Tu connais bien les produits locaux déjà. Toi, mais on est assez humble. Hein, on s'attaque pas à lui. Au contraire, on s'accroche. Non, on reste assez humble, assez ouvert. Et puis les élèves, ils adorent ça. Hein, ils sont très anecdotiques. Et quand ils peuvent partager ce qu'ils savent, même en revenant de stage. Souvent, il y en a qui partent en stage dans des belles maisons. Quand ils reviennent de stage, c'est plus les mêmes. Et ils ont appris des choses. Ah, chef, là-bas, on fait pas comme ça. La sauce, le beurre blanc, au Rea Tahiti, nous, on met un peu de lait de coco. Enfin, ils ont des petites anecdotes
qui nous permet pas de nous mettre à jour, mais d'évoluer aussi quelque part. Ah oui, donc il y a l'acceptation de votre part. Ah, bien sûr. C'est moi le prof, ok, tu vas pas m'apprendre comment on fait la crème. Je pense pas. Hein. Nos formateurs déjà à l'époque n'étaient pas comme ça. La cuisine, c'est un métier où sans cesse on se remet en question, sans cesse on avance. Et d'ailleurs, le cuisinier qui se ferme là-dessus, c'est quelqu'un qui commence à stagner et à ne plus progresser, hein. Ça c'est clair. Et tout ça avec de la rigueur. J'en remets une couche là-dessus, mais j'ai pu vous voir travailler, en tout cas coacher lors de ce concours de cuisine. C'était en mars. C'est ça. Ouais, l'an dernier. C'était Nicolas qui s'en occupait. J'étais dans un show télévisé, quoi. Avec cette pression dans les couloirs et dans la cuisine, n'en parlons pas. On avait accès, là, c'est vraiment. Merci encore. J'en garde un bon souvenir. On connaît très peu votre métier, on l'imagine, on voit, il y a de plus en plus d'émissions, mais. Waouh, j'ai pris une claque, j'ai passé un bon moment. Non, et puis là, c'était vraiment des jeunes, excuse-moi Jérôme, là c'était vraiment des jeunes en action, et ce sont des jeunes qui ont eux-mêmes fait leur fiche technique, qui ont eux-mêmes élaboré la recette avec des produits imposés, donc c'est encore une contrainte. Et puis dans un milieu où vous avez installé, je sais plus, 4-5 caméras par cuisine, c'était impressionnant. C'est ça. Et franchement, là, je remercie encore Polynésie Première de nous avoir accompagnés. Et toi-même, je t'ai vu ce jour-là. Ah, je bavais. C'est moi qui bavais dans les couloirs. Pour l'hygiène, heureusement qu'on n'avait pas accès aux cuisines, mais non, c'était. Ça m'énerve, ces boîtes. Non, c'était impressionnant et je tenais encore une fois à vous féliciter pour le spectacle que vous nous avez offert et que nos téléspectateurs ont pu voir et entendre, mais parce qu'il y avait la télé, il y avait Farid Maoui à refaire. Mais on recommence cette année, hein. Ouais. Tous les ans, il y a le concours. Cette année, en 2018. Oui. Oui. Au mois d'avril. Okay, ah oui, je parle en année scolaire. Vous avez quel calendrier? On parle en année scolaire, c'est pour ça. Ouais, le concours a lieu tous les ans et on compte le refaire de la même façon. Alors, on n'a pas encore contacté tous les médias, mais on espère refaire le même programme. Ceux qui vont frapper à la porte. Hein, voilà. Et il y a aussi la retransmission en direct de ce qui se passe dans les ateliers. Oui, il y a à l'auditorium du lycée hôtelier. C'est ça. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est ouvert au public. Alors souvent, tout le monde n'est pas au courant, mais tout le monde peut venir, ne serait-ce que même un quart d'heure, une demi-heure, et regarder ce qui se passe dans les cuisines. Parce que c'est vrai que ce qui se passe dans les cuisines, toi, tu as pu le voir en passant, mais on peut pas entrer. Ah non, je ne passais pas, je restais là. On ne peut pas faire passer des centaines de personnes devant les ateliers, c'est pas possible. Et c'est vrai que le fait de filmer, de le retransmettre en direct, ça permet de le vivre de l'intérieur. Des idées, des souvenirs de concours où vous aviez cette pression Moi, c'est les concours de profs, hein, à l'époque où ça se passait à Strasbourg, il Kirch. Les mecs, nous en font les moyens, te faut faire parler. C'était mais une mini-guerre mondiale. Hein, Ah bon? Ah ouais, on commençait à 5h du mat. Moi, je venais de Tahiti. Mais parce que c'était là-bas ou c'est propre? Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je venais de Tahiti. On était 80 peut-être cuisiniers. On savate, en train de traîner les savates. J'avais une petite mallette de pêche. Eux, ils venaient avec un conteneur, mais c'était incroyable. Et puis, ils me regardaient, le tahitien. Les tahitiens. Monsieur, les candidats, les commis de cuisine, c'est là-bas. Hein. Non, je suis candidat au concours. Ouais, ils me regardaient vraiment, mais c'était un autre monde. Hein. Ah ouais, j'en voyais qu'abandonner devant moi. Et moi, je pensais à Tahiti, ma petite fille. Je disais, n'abandonne pas. Belle revanche. Ah, je suis assez content, mais je suis vite retombé sur les pieds parce que c'est pas fini, quoi. C'est pas fini, là. On entre dans le métier, mais après, il faut être crédible, il faut y aller, quoi. J'étais très jeune à l'époque, hein. Avec les élèves, déjà, j'étais très jeune. Non, mais à l'époque, j'étais très... Être prof en cuisine, c'est pas comme je sais pas, un cours général où tu ouvres un bouquin, tu as préparé ta séance. En cuisine, il arrive toujours quelque chose que tu n'as pas prévu. Il faut vraiment avoir du recul. C'est pour ça qu'on prépare. Il y a beaucoup de préparation en amont, et pour le prof et pour l'élève. Mais en cuisine, il se passe toujours un imprévu, un produit qui n'est pas de routine alors. Il n'y a pas de routine. Il faut s'adapter et réagir au moment. La seule routine, c'est qu'à 11h, midi, le client est là, dans la salle, assis. Il ne sait pas ce qui s'est passé en cuisine. Il a envie de manger. Et surtout, il a envie de se faire plaisir. De se faire plaisir, voilà, l'hédonisme. Il a envie de se faire plaisir et voilà. Jérôme, en tant que prof de cuisine, vous êtes en plus, certains sont plus dans la pratique, d'autres dans la théorie, ou est-ce que vous êtes dans les deux quand on est prof de cuisine? On est dans les deux, hein. On est dans les deux. On a un quota d'heures en théorie, hein. On s'appelle de la technologie culinaire. Ensuite, on a ce qu'on appelle des ateliers expérimentaux,
où on allie un peu la technologie, enfin les connaissances avec un peu de pratique. Et on a le TP pur et simple qui est avec un service à la fin. Et maintenant, on a même une autre discipline qui est l'atelier culture pro, où à partir d'un thème, d'un produit ou d'une histoire, on essaie d'apporter un peu plus de connaissances aux élèves. Sans service au bout de la séance. Il n'y a pas de client, mais avec l'élève, on fait des démarches de recherche ou on travaille un produit plus spécifique ou on lui apporte un petit plus sur la connaissance du produit. Voilà. Ça s'entend que je mange ou pas, non? Non. J'ai craqué, j'en pouvais plus. Hein. Jérôme, un souvenir d'un concours Moi, j'ai fait déjà le premier gros, enfin pas concours, c'était un examen, mais c'était un peu le système du concours, c'est le brevet de maîtrise. C'est une épreuve qui dure, si mes souvenirs sont bons, c'était 18 heures sur 2 jours. Donc là, il y avait la pression un peu comme le concours. Puis j'ai retrouvé ça au concours aussi, le concours de pâtisserie. Moi, c'était à Lyon, à Dardilly. Et pareil, là, c'était moins autoritaire. Un peu, ouais, mais c'est quand même assez strict et sérieux. Et moi, j'étais un peu dans le même état d'esprit que Nicolas, parce que je travaillais ici en Polynésie. Il a fallu que je parte. Okay. Oui. Il a fallu que je parte. Ça a été, puis comme j'ai pris des congés, donc ça a été une petite semaine, vraiment l'aller-retour. Et t'étais déjà très tropicalisé, t'avais déjà ce rythme. Ouais, j'étais. Puis on est à l'autre bout du monde, donc on arrive avec le décalage horaire. Comme il dit, moi j'en ai vu arriver avec des fourgons. À part le four, ils avaient tout ramené, quoi. Ouais, voilà. À dire bonjour à tout le monde, même si je ne connais pas. Et c'est qui le gars qui dit bonjour à tout le monde? Moi j'avais ramené 2 couteaux, enfin pas grand chose, et puis voilà. Mais bon, après c'est l'expérience qui paye, hein. Il y a pas de, si on a travaillé, si on peut passer, on passe, quoi. On mange? Non, non. Et c'est tellement vaste votre univers, que ce soit dans la pâtisserie ou bien dans la cuisine, que je ne sais pas où partir pour vous demander, là c'est côté opportuniste, une recette à, je sais pas, en pâtisserie. Alors, je ne sais pas comment amener, est-ce que ce serait quelque chose qu'on ferait souvent, celle qui est la plus facile, celle qui, je sais pas, une idée de recette? En cuisine, c'est souvent la sauce qui fait la différence, parce que après, si on parle de nos produits, le poisson, tout ça, et moins tu le travailles, des fois, plus c'est meilleur. Alors une sauce pour le poisson, une sauce pour la viande. Une sauce pour le poisson, ça reste vraiment la sauce vanille ou un beurre blanc Orea Tahiti. Comment on fait un beurre blanc? Un beurre blanc, c'est une sauce de la famille des sauces émulsionnées. Donc à mon tour de vous poser des questions, est-ce que vous connaissez une sauce émulsionnée? Est-ce que ça a un rapport avec la naturothérapie? La naturopathe. Tout à fait. La viande, mais pas trop, et les pâtes. Non, aussi. Émulsionné, c'est avec des bulles, enfin de l'air dedans? Alors, est-ce que tu connais une sauce émulsionnée, Pascal? Moi, toutes les sauces m'émulsionnent. Non, je sais pas, non. La mayonnaise, par exemple. Ah, ça, c'est une sauce émulsionnée froide, où on mélange en fait deux liquides qui en fait à la base ne se mélangent pas. Et il y a les sauces émulsionnées froides, donc la mayonnaise, la vinaigrette, et il y a les sauces émulsionnées chaudes. D'où le beurre blanc, la hollandaise, la béarnaise. Ok, beurre blanc. Comment on fait une sauce beurre blanc? Alors parce que ça va bien avec les poissons, ça va bien avec les viandes blanches. Plutôt les poissons. Plutôt les poissons. Voilà. Okay. Alors vin blanc, on fait une réduction de vin blanc. Garnitures aromatiques qui peuvent être des oignons, des herbes telles que... Réduction, c'est-à-dire qu'on met dedans et on fait réduire. On fait réduire, donc l'alcool s'évapore. Voilà, tout à fait. Et il laisse une saveur. On peut mettre aussi des herbes aromatiques comme l'estragon, on peut mettre aussi de la vanille, on peut mettre un peu de gingembre. Mais surtout, n'oubliez pas de mettre de l'oignon ciselé. Ciselé, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits cubes d'oignons. Des petits cubes, des petits carrés d'oignons. On va pas juste les émincer. Ah oui, ça reste des oignons, mais qu'on a fait en petits cubes. Voilà, c'est la façon de couper. Ouais, c'est la façon de couper. Mais après, c'est réduit dans la sauce. Ouais, c'est réduit, mais des fois, on la passe pas au chinon, on la filtre pas, et ces petites garnitures, elles se retrouvent dans l'assiette du client. Et ça, c'est chouette. Ouais. Alors, c'est excellent, c'est excellent. Donc. Mais pas de beurre alors. Pas tout de suite. Le beurre, on le met bien au froid. C'est une bonne question. Le beurre, on le coupe. Je voulais la poser, monsieur. On le bloque au froid. On le bloque au froid bien dur, le beurre. Et il faut qu'il y ait un choc thermique. Tout à fait. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Vin blanc,
si par exemple tu fais un vin blanc où tu veux mettre du jus d'orange ou un jus exotique ou jus de carotte, je sais pas. Avec le vin blanc, tu peux mettre un petit peu de jus pour parfumer ton beurre blanc, justement. Et tu fais réduire tout ça. Moi, je triche un peu, je mets un peu de crème fraîche. Parce que la crème fraîche, c'est un liant un peu. Tout à fait. Va venir un peu lier. Ah, il est fort, hein? Ah, mais finger in the noise. Yeah, baby. Tout à fait. Et bon, je laisse réduire tout ça jusqu'à consistance assez sirupeuse. Et à ce moment-là, hors du feu, je rajoute en un coup mes dés de beurre bien froid. Ça va faire un choc thermique entre la réduction qui est chaude et le beurre froid. Et ça va venir justement un peu épaissir, lier tout ça. Et il ne reste plus qu'à assaisonner avec sel, poivre et un petit trait de jus de citron. Le vin blanc. Est-ce qu'on peut, on n'est pas obligé d'acheter du haut de gamme, on peut acheter ce qu'on trouve en brique là? Exactement. Exactement. Okay. Et d'ailleurs, la sauce vanille, j'aime bien la démarrer comme ça, avec une réduction où je gratte 2-3 gousses de vanille à l'intérieur. Et je fais réduire tout ça, je mets un peu de fumée de poisson. Je continue à faire réduire. Ma petite astuce de mettre un peu de crème fraîche, je continue. C'est assez long, hein? C'est assez long, mais c'est tellement bon. Et à la fin, je termine avec le choc thermique en mettant et en continuant à fouetter. Hein. Faut pas oublier de fouetter action mécanique. Hein. Émulsion, donc action mécanique, on fouette sur le coin du feu, paf, 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 paf. Et le petit assaisonnement, sel, poivre, jus de citron. Ah, c'est magnifique. Oh, c'est une tuerie. Ça donne envie. Ah oui, ça donne envie. Dans un instant, la sauce pour la viande. On part à la pâtisserie. Yes. Ouais. Un exemple de recette. Bon, on va rester sur les produits locaux. Alors, par exemple, une petite tarte coco banane. Ah, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon. Ah, tu es fort. Ah, voilà, avec les produits frais, donc c'est nickel. On fait, non, je vais pas donner la recette de la pâte à tarte. On fait une tarte. C'est quelle pâte? Une pâte. Alors, on peut faire soit une pâte feuilletée, soit une pâte sablée. Ok. Pâte sablée, pâte sucrée, tout va avec. Et dedans, on va faire une crème à la noix de coco. Donc je vais donner les proportions, comme ça on aura tout ce qu'il faut. Oui, forcément. Ah, mais pas pour 250 personnes. Hein, non, pour une tarte. Pour une tarte. Okay. Non, donc... je me rappelle de la recette pour le pain, là, quand votre collègue boulanger était venu, il donnait les proportions, mais pour tout le lycée hôtelier. Salut Johnny. Et donc, on commençait à noter la recette. Alors, 900 kilos de farine. Non, là c'est pour une tarte. Pour une tarte de 8-10 portions, quoi. C'est-à-dire un moule de 36 cm. 30. Ouais, 28. Donc, alors, pour faire la crème, on met 100 g de beurre, 100 g de sucre, 100 g de pas noix de trop vite, il y a des auditeurs dont le stylo ne fonctionne pas. D'accord. On reprend depuis le début, alors. Donc, on va mélanger 100 g de beurre avec 100 g de sucre. Ouais. Alors, l'idéal, c'est de le faire au batteur si on a un petit batteur. Et il va y avoir un peu d'émulsion, du coup, un peu de... Oui, bah, c'est une crème qui va être un peu émulsionnée aussi, ouais. Je suis bien. Hein. Alors là, on va ajouter 100 g de noix de coco râpée, alors si possible le plus frais. Pas déshydraté, ce qu'on trouve dans les commerces. On prend Voilà, moi depuis que je travaille ici, je travaille avec la coco fraîche parce qu'elle a vraiment un goût différent, une texture différente. Bon, c'est vrai que ça modifie un peu les recettes, mais ça, faut s'adapter après. C'est le coco dont on a gardé le lait, on l'a pas extrait. Oui. Okay. Je presse pas le lait, je laisse dedans, ça garde un peu le goût comme ça. Donc 100 grammes aussi. 100 grammes aussi, okay. C'est simple comme recette. Oui, ça on dirait le ça, gâteau yaourt. Bien. Un peu. Et donc ça, voilà, et donc ça, faut bien mélanger pour que ça c'est une crème qui émulsionne un peu. Parce que si elle commence à faire des petits grains de beurre, tout ça, faut mélanger et chauffer un peu. Et après, on ajoute 2 œufs, ce qui équivaut à 100 g d'œufs. Toujours 100 g. Et là, à la fin, on va mettre 10 g de farine. Ah oui, quand même de la farine. Ouais, c'est vraiment juste pour qu'elle ait un peu de tenue. Donc ça, on met dans la tarte. Après, on prend les bananes, on met des gros morceaux de bananes dessus et on met au four comme ça. Et ça va cuire environ... Bon, après, ça dépend des fours, hein, mais il faut compter environ 30 minutes à 170 degrés. 100 g de beurre, 100 g de sucre, 100 g de coco, râpé, pas déshydraté, râpé bien frais, 2 œufs et 10 g de farine pour lier. Quoi. Et là, on a la crème pour mettre dans la tarte. Et les bananes par-dessus. Et les bananes par-dessus Par-dessus ou en dessous, après ça c'est comme on préfère. Si on le met par-dessus, ils vont légèrement sécher au four. Si on les met en dessous, ils garderont leur côté fondant. Pas mal. Voilà. Les vacances arrivent là dans 2 jours, les enfants seront en c'est vacances. Une recette qu'on peut faire le faire facilement à la maison. Ouais. Bon appétit Nathalie. On l'entend plus en train de manger. Je répète encore, s'il y a des auditeurs qui sont pas très loin de Pamata et si vous voulez venir nous rejoindre au studio pour goûter une de ces douceurs, il n'y a pas de problème. Vous venez, vous dites au vigile que vous venez voir Pascal et Nathalie à l'antenne radio, que vous êtes invités. On a des petites douceurs pour vous et vous dites pas non, on va pas y aller parce qu'il y aura plus rien. Venez, pour l'instant il y a. Et sinon la même recette avec les ananas dessus à la place des bananes.
banane. À la place des bananes. La noix de coco et les ananas, ça va très bien ensemble. Ça va bien ensemble. Ouais. Le côté acidulé de l'ananas qui est... On a testé dernièrement des choses au magasin et ça a bien plu. Un testeur, Nicolas, tu as goûté ce qu'il vient de nous donner? Moi, je suis un adepte parce que en fait, ils font un déplacement, il en parlera sûrement. Et un samedi par mois, ils font des ventes. Donc, à chaque fois, avec ma femme, on réserve un peu. Et des fois, on n'a plus. Hein. On arrive là-bas, ça joue des coudes. Hein. Ah oui. Ça joue des coudes. On se croirait. Badard général au lycée hôtelier. Attention. Donc, je prends toujours une petite boîte de macarons. Et puis, vraiment, ce que je préfère, c'est le Paris-Brest, quoi. Le Paris-Brest, un vieux dessert des années 80, mais là, on est en 2017. Mais c'est pas facile. Pâte à choux, il faut déjà savoir faire, la crème. Bonne crème, ouais. Non, mais ça, c'est un must, quoi. C'est un must au lycée hôtelier. Et puis, le pain. Alors, le pain, on en a déjà beaucoup parlé, mais... Tous les samedis, ça joue des coudes, on sort avec des bleus, tout le monde veut sa baguette de pain, tout le monde veut son Paris-Brest. C'est violent le lycée hôtelier finalement. Non, mais c'est la faute à Jérôme. Les journalistes n'en parlent pas. Hein. Nicolas, on part sur une sauce pour la viande. Pour la viande. Alors, donc au vin rouge, peut-être. Non, on peut rester sur un vin rouge, mais je voulais faire la petite sauce au miel pour un magret de canard. Ah voilà, ça tout simplement. Si c'est pas du magret de canard, parce que ça reste une viande assez chère, mais qu'est-ce qu'on peut prendre à part toutes les viandes? Ouais, toutes les viandes, même un bon rôti de bœuf, petite sauce aigre douce avec une gastrique justement, donc une gastrique. Répétez parce que j'ai une gastrique. Ouais. La gastrique, c'est un mélange acide sucré. Il n'y a pas un autre nom. J'imagine sauce au miel en cuisine. Tu me fais une gastrique. Oui, ça marche comme ça. Non, mais c'est ça. Fais-moi une gastrique, machin. Pas une gastro, hein, c'est pas pareil. Hein. Non, mais ça ressemble quand même. C'est des noms. Il n'y a pas d'autre terme. Mais qu'est-ce que t'as mis dans tes cookies là qui veut une gastrique. Ça y est, on va perdre. Alors, sauce au miel. Sauce miel. Bah oui, sauce miel, mais bon, on enlève la gastrique alors. Oui. Bon. Qu'est-ce que t'as mis dans tes cookies? C'est mal parti là. Sauce miel. Allez-y. Bon, il faut d'abord avoir un bon fond brun. Bon, ça s'achète dans nos grandes surfaces. Hein. C'est quoi un fond de veau, Voilà, ouais. un fond de veau. Ou même un cube. Vous voyez les cubes. Voilà, un cube. Abracadabra, magie, hop là. Et un cube. Voilà. Okay. Un petit cube. Donc que l'on va bien sûr délayer dans de l'eau. 200 millilitres d'eau, ça suffira. Ensuite, on fait chauffer tout ça. À côté de ça, donc, on fait la gastrique. La gastrique, on va essayer de faire simple. Hein. On peut mettre... Attends. On va faire le Paris-Brest plutôt. Non, mais c'est le terme. C'est la gastrique. Ok. On va être sérieux, un peu de sérieux sur le service public. C'est le terme. Donc, la gastrique. Ouais. Non, mais c'est fini. On va changer. On va faire une sauce vin rouge. Ah non, mais il est fort. Hein. Il est fort, Pascal. Il en pleure, là. Et Jérôme. Ah oui, si vous le voyez. Alors, on chauffe. On chauffe. Ok. À côté de ça, on fait une gastrique. Donc, miel, vinaigre. Ok. Miel, vinaigre. Ouais. Pas trop de vinaigre non plus. On peut rajouter aussi un peu de jus, un jus d'orange, un jus d'ananas, je sais pas, comme vous voulez. Ce que vous avez sous la main. Mais pas un jus trop sucré non plus. D'accord. Voilà, et on laisse réduire bien ça, mais Pascal, il en peut plus là. C'est quoi? C'est gastrique le mot? Allez-y, notez. Et une fois qu'on a bien obtenu ce côté sirupeux, on va lier tout ça avec le fond brun. Et puis on fait bien réduire, parce qu'il faut beaucoup faire réduire jusqu'à consistance nappante, on dit ça. J'ai l'impression que c'est que du miel du coup. Non, il y a du fond brun. D'accord. Mais comme tu rigolais, donc... J'ai décroché. Un peu de vinaigre aussi. Un peu de vinaigre, je l'ai noté, ouais. Voilà. Et puis on fait réduire tout ça et on monte au beurre. À la fin, on met une petite michette de beurre pour qu'elle soit bien brillante.
Et tout ça, c'est assez rapide? C'est assez rapide, mais ce qui prend du temps, c'est vraiment pour laisser réduire et tout. Et ça se met après la cuisson de la viande, c'est pas au moment de la cuisson de la viande, d'accord? Non, c'est après, voilà. On peut récupérer les sucs. Les sucs après cuisson de viande avec du déglaçage, on déglace un peu le plat qui a servi. Le fond de la casserole, c'est ça? Exactement. Ouais. On déglace un peu ce qui est collé au fond là de la casserole parce que c'est ça qui apporte du goût. Hein. C'est ça le trésor. Voilà, les sucs. On déglace avec un peu d'alcool, du vin blanc ou du jus tout simplement. Hein. Et puis on récupère ça, on remet ça dans la sauce et c'est pas mal. Bon. C'est noté, on a déjà quelques bases, deux sauces et puis ces tartes coco ou ananas. Voilà. On a envie de vous garder des heures parce que nous, déjà, nous sommes gourmands et on aime ce partage que vous faites sur notre antenne pour nos auditeurs qui, je l'espère, ont pris beaucoup de plaisir. On arrive presque à la fin donc de cette émission. Oui, vous vouliez parler de... Oui. Bah, nous, on part... on emmène une classe en voyage pédagogique en Nouvelle-Zélande du 6 au 18 novembre. Ce sont les élèves? Oui, c'est les élèves Terminal Bac Pro. Ça fait 1 an et demi à peu près qu'on travaille sur le projet. C'est vrai qu'on a fait plusieurs ventes, plusieurs levées de fonds, des demandes officielles, etc. Et on part... là, ça y est, c'est bon. On n'a pas tout à fait de budget, mais on va se débrouiller. Et on part donc 12 jours en Nouvelle-Zélande. On va rester un peu sur Auckland, un peu Rotorua. Immersion dans la cuisine... Non, alors on va visiter les usines. On a un partenaire local qui nous permet d'aller voir les produits laitiers, les glaces, enfin pas mal d'usines sur place. Ensuite, on va essayer de visiter un peu, il y a un marché international français sur Auckland. On va aller voir une plantation de kiwis. C'est bien. Bon, puis après, on va aller s'amuser un peu aussi. On va pas faire travailler que les élèves. Vous allez pas? Non, on emmène une classe et 3 professeurs qui encadreront la classe. Ouais. Et donc là, on part deuxième semaine des vacances et première semaine d'école. Et puis le but, c'est surtout de montrer aux jeunes, parce que sur toute la classe, je crois qu'il n'y en a que 3 qui ont déjà pris l'avion international. Donc là, ça fait une découverte. Et puis leur montrer qu'on peut aller à l'étranger, voir ce qui se passe à l'étranger. Moi, ce que je veux, c'est leur mettre une petite graine dans la tête, leur dire... vous pouvez partir, c'est possible, il y a moyen, il faut se bouger un peu. C'est pas facile de partir. Hein. Moi-même, dès qu'on part à l'aventure, il y a des grands moments de solitude. Mais je veux dire, il faut voir plus loin que ça et ça paye professionnellement et dans la carrière. Ouais, c'est riche. Et puis aussi la compréhension quand on se retrouve avec un produit qui vient de Nouvelle-Zélande, de savoir avant d'être un steak, par exemple, c'est un animal et voilà de quelle manière ça a été coupé, etc. Voilà. Puis ça reste dans une culture polynésienne. Mais par contre, on va avoir un pays bien plus grand qu'ici avec des grosses entreprises, des grosses usines. C'est ce qu'on veut leur montrer surtout. Merci infiniment, Jérôme Coulon, professeur de pâtisserie, et bon voyage à vous, bonne mission. Nicolas, quelques 20 secondes. Oh, juste tirer un gros coup de chapeau à Jérôme Coulon, Teina Hervé et toute l'équipe. Hein. Finalement, parce que je l'ai fait dans le foot, envoyer des jeunes en métropole. Hein. C'est souvent le voyage d'une vie quoi, pour les élèves. Et je terminerai en disant que le sens de notre métier, c'est l'élève. C'est l'élève. Là, par exemple, je salue les mamans. Là, on est mercredi, tu disais tout à l'heure, petite journée. Ils vont aller chercher leur gamin. Là, et ils vont faire le mât. Et ils vont faire le mât. C'est ça la vérité. Merci à tous les deux. Vous êtes généreux, on l'a bien senti. Merci beaucoup. Merci de nous avoir supportés. Bisous Nathalie, à demain. On parlera dans